Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 4 mars dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin en ce milieu de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous le répète très souvent et je ne m'arrêterai jamais, je vous l'ai déjà dit, ça aussi c'est le repas le plus important pour bien démarrer sa journée, être en pleine forme. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours comme tous les matins. Vous aurez l'occasion bien sûr de réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas donc à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. On commence tout de suite par faire un point ensemble sur votre météo en ce mercredi. Météo placée plutôt sous le signe du soleil malgré quelques petits nuages présents sur le littoral ce matin. Rien de bien méchant. À compter 6 à 8 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui va très largement dominer sur l'ensemble de la Vendée. Les températures seront encore bien douces avec 16 degrés sur le littoral et 17 degrés annoncés dans les terres. On se tourne maintenant du côté des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer dans le sud-ouest de la Vendée avec une première basse mer prévue en fin de matinée à 11h34 et la suivante à 23h47. La première pleine mer était ce matin à 5h12. La prochaine est prévue pour 17h28. Il n'y aura pas de changement de coefficient aujourd'hui, coefficient assez important à 99. Ce sera le même coefficient dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois avec une première basse mer prévue à 11h51. La première pleine mer était cette nuit à 4h56. La prochaine est prévue donc à 17h10. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h38 et il se couchera ce soir à 18h56. Et nous fêtons aujourd'hui la Saint-Casimir. Alors pas de lien avec le célèbre personnage orange Casimir. Saint-Casimir, pour la petite histoire, c'était le fils du roi de Pologne Casimir IV qui a été canonisé en 1521 et patron de la Pologne depuis 1602. Voilà pour ce petit mot d'histoire que je referme maintenant. Il est temps maintenant de parler de ce qui s'est passé en Vendée hier et aussi aujourd'hui avec l'actu du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur cet incendie cette nuit à la Boissière de Montaigu. 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour intervenir sur un départ de feu dans les combles d'une maison d'habitation de 90 mètres carrés. Le feu a pu être maîtrisé à l'aide de 2 lances et les 2 occupants de l'habitation sont indemnes. Différentes équipes d'Enedis ainsi que la gendarmerie nationale étaient sur place pour sécuriser la zone. Des spécialistes en bâtiment sont également intervenus afin de consolider et étayer la charpente qui a été fragilisée par les flammes. Hier, la Fédération nationale de l'automobile a présenté un premier bilan de la situation concernant la fraude aux immatriculations, un phénomène de grande ampleur dont nous vous avions déjà parlé lundi matin. Cette présentation faite par la Fédération se déroulait en Vendée car c'est le département le plus touché de France par ce phénomène, avec plus de 6 millions d'euros de préjudices cumulés déclarés au niveau national, dont 1 million dans notre seul département. Plus de 4000 opérations frauduleuses ont été recensées au niveau de la Vendée, touchant 15 professionnels vendéens. Quand on fait une carte grise, on a ensuite dans notre boîte mail une confirmation, sauf que les fraudeurs, dès qu'ils ont accès à notre agrément, changent l'adresse mail de contact, donc on ne voit rien. Et en seulement 3 jours, ils ont fait 900 cartes grises, ce qui est improbable, ils sont plusieurs sur l'accès. Et un policier nous a appelé avec une immatriculation d'un véhicule qui venait d'être arrêté, dont on aurait fait la carte grise, mais non, c'était pas nous. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'on a été usurpé, et là, tout s'ensuit, blocage de l'accès, etc. Et maintenant, au quotidien, on doit répondre des gendarmeries qui appellent pour des dépôts de plainte, pour des cartes grises faites avec notre accès, mais dont on n'a jamais fait quoi que ce soit. Quand on a pris connaissance de cette usurpation, on a tout de suite contrôlé le nombre d'agréments présents sur notre clé SIV. Et c'est là qu'on s'est aperçu que des personnes avaient créé un deuxième agrément sur notre compte. Ce qui leur permettait de pouvoir faire des cartes grises sur notre compte en fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un préjudice de 120 000 euros pour environ 500 cartes grises. Si nous on fait les 500, on les fait même pas dans l'année. Donc voilà, c'est pas du tout cohérent par rapport à notre utilisation. Et les fraudeurs utilisent différentes méthodes afin de récupérer les identifiants d'accès des professionnels de l'automobile au SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Une fois l'accès obtenu, ce sont des centaines, voire des milliers d'immatriculations frauduleuses qui sont réalisées en quelques heures, souvent la nuit ou le week-end. Les différents modes opératoires, c'est une personne se faisant passer pour un agent de la préfecture
Donc ça, c'est une tromperie. Il y a aussi les hameçonnages, donc suite à des envois de mails frauduleux. Donc c'est les deux modes les plus remarqués. Après, vous pouvez avoir aussi des chevals de Troie insérés dans des pièces qui permettent ensuite de prendre le contrôle de l'ordinateur du garage. Très très bien fait. Aussi sur les adresses mail, on a thereply@intérieur.gouv.fr. C'est vraiment les identifiants du ministère de l'Intérieur. Donc c'est vrai que dans le mode opératoire, il y a une relation de confiance qui est établie avec le professionnel, quelqu'un qui connaît pas mal d'informations du garage. Et au fur et à mesure, en fait, il y a la confiance établie et donc les accès qui peuvent être piratés. Une fois que le contact téléphonique est établi et qu'on indique qu'on va envoyer un email, donc ils ne sont pas surpris de recevoir l'email, ils cliquent sur le lien et ensuite ça permet par exemple de prendre le contrôle du compte. Et la Fédération nationale de l'automobile réclame désormais la remise à plat du système d'immatriculation des véhicules afin d'améliorer sa sécurité. Elle accompagne également les professionnels touchés dans leur démarche auprès des services de l'État et de la justice. Un rendez-vous est également prévu avec le cabinet du ministre de l'Intérieur à la fin du mois et plusieurs enquêtes ont été ouvertes par la police et la gendarmerie nationale. La Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, examine les recours auprès des demandeurs d'asile après un refus de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Jusqu'en 2024, tous les demandeurs devaient se rendre en région parisienne pour défendre leur dossier, mais face à l'augmentation des demandes en région, la Cour nationale du droit d'asile a donc choisi de déconcentrer son activité en ouvrant des chambres territoriales en région. Ces nouvelles antennes permettent désormais aux demandeurs d'asile et à leurs avocats de faire valoir leurs droits au plus près de chez eux. Il y a 150 000 personnes qui demandent l'asile chaque année en France. Autrefois, elles étaient localisées en Île-de-France et depuis quelques années, le ministère de l'Intérieur a souhaité qu'elles soient réparties sur l'ensemble du territoire français. Donc le juge de l'asile, celui qui va juger si leur demande est justifiée ou pas, c'est-à-dire s'ils risquent ou pas d'être persécutés dans leur pays, le juge de l'asile, il doit se rapprocher. Donc il ne peut pas juger uniquement à Paris. Et maintenant, on s'est installé dans 6 autres villes de France, dont Nantes, qui a commencé ses audiences au 1er janvier cette année. Pour l'ensemble du territoire concerné, que ce soit ceux de la Vendée, de la Bretagne, des Pays de la Loire, c'est la possibilité de ne plus se rendre à Montreuil, d'avoir de nombreuses heures de train, d'arriver dans des audiences qui sont souvent surchargées, dans une cour qui est très grande et avec un certain nombre de difficultés, de pouvoir, devant une juridiction plus proche du domicile professionnel, intervenir de manière plus facile et en tout cas de manière à ce que pour les avocats, leur vie professionnelle soit plus simple. Et vous l'aurez compris, dans les Pays de la Loire, c'est donc à Nantes qu'une chambre territoriale de la Cour nationale du droit d'asile a vu le jour. Cette dernière a débuté ses audiences en janvier dernier. La chambre est composée de 17 personnes à temps plein, affectées ici à Nantes, qui préparent des audiences. Il y a à peu près une audience par jour ouvré. Et donc elle fonctionne soit sous un format collégial avec 3 personnes pour juger, donc un président et 2 assesseurs, ou un juge unique. La particularité de la chambre territoriale et de toutes les chambres à la Cour nationale du droit d'asile, c'est que le président est un magistrat en fonction ou retraité, et les 2 assesseurs sont des personnes qui ne sont pas des magistrats. Donc il y a une personne qui est nommée par le vice-président du Conseil d'État, qui est souvent un ancien haut fonctionnaire, ambassadeur, préfet, et un assesseur qui est nommé par le Haut Commissariat aux réfugiés auprès des Nations Unies, qui sont souvent des personnes qui sont des anciens humanitaires, donc qui ont une connaissance fine du terrain. À moins de 2 semaines de la 46e édition de la mi-carême de Talmont-Saint-Hilaire, les équipes s'activent autour de leurs chars qui seront dévoilés le 14 mars prochain. Organisée par le groupe animation jeunesse du centre socioculturel du Talmondais, la manifestation est un vrai rendez-vous dans la commune. Florian Wozniak nous emmène ce matin dans les ateliers des 2 groupes qui ont été sacrés ex aequo au prix du meilleur char l'an dernier. Ils espèrent bien remporter à nouveau le premier prix, mais vous allez le voir, il y a encore du pain sur la planche.
Quand tu gagnes la première année, tu as envie forcément de refaire une deuxième année, de refaire la même chose, de refaire même mieux. Le ton est donné sur le chantier de Clément et de toute son équipe, victorieuse l'an passé du concours de chars de la Micareb de Talmont-Saint-Hilaire. Une seconde participation que ce groupe d'amis plein de talent espère bien honorer d'une nouvelle victoire. On a la chance d'avoir pas mal de compétences parce qu'on a déjà 3 menuisiers, donc pour tout ce qui est cabane, ça va, on est assez aidé. Après, là, on a des métiers du bâtiment, donc pour tout ce qui est plâtre, taillage de polystyrène, on est bien. Puis après, on apprend aussi, chaque année, en le faisant, quoi. À quelques kilomètres de là, le deuxième groupe, vainqueur l'an passé et mené par Justin, entame lui les premières finitions de son char. On a fait une première réunion début octobre où on s'est mis d'accord sur le thème. Et après, on a commencé début octobre tranquillement, on a fait un mois de pause en décembre. Puis on a repris vraiment depuis début janvier, parce qu'il y avait aussi le démontage de l'ancien au début. En fait, on a tout détruit l'année dernière de notre Drakkar Viking. Et on est reparti sur notre remorque de 8 mètres par 3. Et on est reparti de zéro, d'une remorque vide. Cette année, près de 120 participants mettent la main à la pâte avec toujours la même philosophie après 46 éditions de tradition talmondaise. Ils récupèrent des matériaux à droite, à gauche, ils sollicitent les artisans, les commerçants, les agriculteurs pour récupérer gratuitement des matériaux pour pouvoir le faire. Ils financent quelques matériaux quand même parce qu'il y a quand même quelques matériaux à acheter. Et à partir de là, c'est parti. Ce qui est à mettre en avant vraiment, c'est la solidarité qu'ils ont entre chaque équipe. C'est que les plus vieux donnent un coup de main aux plus jeunes, les techniques on se les donne. S'il y a trop de matière chez un, on la refile chez les autres. Alors si vous souhaitez maintenant découvrir le visage final des 9 chars participant à cette 46e édition, rendez-vous le 14 mars prochain dans le centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire à partir de 15h. Comprendre la biodiversité près de chez soi de manière ludique et interactive, c'est l'objectif de l'exposition Vie et Boulogne, une nature à partager. Cette exposition est en place depuis le 3 février dernier et se tient jusqu'au 6 juin à l'Office de tourisme Vie et Boulogne à Esnay. Elle invite petits et grands à mieux connaître l'écosystème de ce territoire en permettant aux visiteurs d'apporter leur participation. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens passent beaucoup de temps ici. On voit beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Ils peuvent passer 3 quarts d'heure dans la salle d'exposition à faire toutes les petites activités. Le territoire se distingue notamment par 2 grands cours d'eau, la Vie et la Boulogne, mais aussi une multitude de petits cours d'eau. C'est 470 km de cours d'eau sur le territoire. Et l'idée, c'est de continuer à découvrir la nature en empruntant par exemple les itinéraires de randonnée pédestres et cyclo pour continuer à observer et à écouter la nature. C'est bien de se dire que je ne suis pas seule à aimer la nature, à aimer le territoire. On découvre qu'il y a la faune et la flore très belles à explorer dans le territoire du Boulogne. Moi j'aime beaucoup l'idée de faire un herbier collectif, chacun ramène avec les dates, je trouve ça très sympa. Et c'est bien aussi de pouvoir découvrir, parce que moi je suis pas d'ici, je suis de Bretagne. Ça fait longtemps que je voulais venir voir. Et donc je trouve que c'est très sympa que ce soit plutôt ça qui vienne à moi. On termine ce journal avec une autre exposition qui démarre ce vendredi à Mouilleron-le-Captif. Il s'agit d'Artistes pour l'espoir. C'est la 14e édition de cette exposition solidaire. 21 artistes vont y participer avec près de 200 œuvres qui seront mises à la vente à cette occasion. Chaque vente contribuera au financement de l'association ASAP 85 qui accompagne les familles d'enfants autistes. Rendez-vous donc au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif à partir de vendredi et jusqu'au 15 mars. C'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec, je vous le disais tout à l'heure, du soleil en Vendée dès ce matin. Quelques nuages sur le littoral, mais rien d'inquiétant. Comptez 6 à 8 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, le soleil sera présent sur l'ensemble du département. Les températures resteront particulièrement douces pour la saison avec 16 degrés sur le littoral et 17 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous parlons de la rose de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la crevette rose, puisque après la sardine, c'est désormais la crevette rose de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a été labellisée il y a quelques semaines. Site remarquable du goût, elle est pêchée entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Et cette nouvelle labellisation est un nouveau vecteur de communication pour l'ensemble du territoire. Regardez.
Cette rose de Saint-Gilles, elle est pêchée bien sûr sur la côte littorale la plus proche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où il y a des rochers, là où elle se niche bien sûr. Donc c'est un produit qui est rarissime, quoi qu'il en soit, puisqu'il n'est pas toute l'année. Je pratique 9 mois de l'année la crevette rose à Saint-Gilles, donc du mois de mai au mois de décembre. Et on est une dizaine de bateaux, vraiment, quand je compte tous les bateaux à Saint-Gilles, une dizaine de petits bateaux à pêcher la crevette rose. Et l'été, on n'est que 2. Il y a moi, le galéjeur, plus le gars de Sion, Mathieu Barrault, un collègue qu'on s'entend super bien. Et la crevette, on la pêche à peu près du secteur de Bretignolles-sur-Mer jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. Donc c'est notre secteur de pêche vraiment où il y a le label à peu près à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a mis des clauses dans le label de Bretignolles à Saint-Jean-de-Mont pour essayer de rester voilà. Pour l'obtenir, déjà, il faut être à la source du produit, c'est-à-dire, là, pour nous, en ce qui est de la crevette, bien sûr, c'est la pêche, les caseilleurs, dans un site, justement, qui reste très local. Et après, la promotion de ce produit, c'est aussi de le mettre en valeur pour le mieux le faire connaître et aussi le répandre en disant, voilà, la crevette, c'est ça à Saint-Gilles, voilà comment on la pêche, et c'est ce qui est authentique. Donc c'est quand même un produit, je voulais mettre en valeur parce que Saint-Gilles c'est quand même un produit, on a quand même pas mal de crevettes. Cette année c'était une année quand même exceptionnelle. Par rapport aux autres années, on a eu quand même 30% de plus cette année qui ont été débarqués sur le port de Saint-Gilles. Donc 25 tonnes à peu près, 25 tonnes. Donc c'est quand même, il y en a quand même en abondance. Donc c'est un produit qui n'est pas en voie de disparition. C'est un vecteur de communication, comme la sardine. La crevette permet d'identifier. Et les touristes, quand ils viennent sur une destination touristique comme à Saint-Gilles, ils cherchent à connaître les produits locaux, les produits régionaux qui font l'identité, parce que derrière, il y a un savoir-faire. Il y a la pêche, c'est un savoir-faire qui est ancré sur la destination. Et puis, la gastronomie, c'est quand même un vecteur très attirant pour une destination touristique. Donc, en s'appuyant sur des denrées, des crustacés, des poissons, on assure aussi la notoriété de la destination. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce plus de l'info consacré à la rose de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est maintenant temps de parler ensemble de cinéma. Et ce matin, nous vous présentons le film Pour le meilleur. Il retrace la formidable histoire de Philippe Croizon, cet athlète aventurier qui a effectué une traversée de la Manche quadri-amputée, et celle de sa compagne Susanna Sabino, à la fois leur rencontre, leur combat pour mener à bien ce projet de traversée donc de la Manche. Ce film est réalisé par Marie Castille-Monsion-Char. Ils étaient présents tous les trois la semaine dernière au Cinéville de La Roche-sur-Yon pour l'avant-première du film. Regardez. J'avais vu un reportage sur France 2 avec Philippe Croizon, et c'est la première fois que je le voyais, et puis que je découvrais ses exploits, etc. Et j'avais été, bien sûr, comme la majorité des gens qui l'écoutent et le découvrent, très impressionnée par ce qu'il avait fait. Je m'étais dit, c'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu de film inspiré de sa vie. Alors, je l'avais contacté. Et puis, il a accepté que je vienne le rencontrer. Et quand je suis allée chez lui, eh bien, j'ai découvert Susanna. Il s'appelle Philippe et il me fait rire. Ta vie n'est pas déjà assez compliquée comme ça. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit ? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer ? J'ai un objectif à atteindre. Distance, 34 km. Peut-être un peu fou. Philippe ! Mais moi, j'y crois. Et si tu commençais déjà par faire une longueur ? Déjà ici, une largeur. Même s'il s'entraînait pendant des jours, il faudrait 4 ans
2 ans. On vous en donne 2. On peut l'arrêter là, son métabolisme a atteint ses limites. Non, moi je sais qu'il peut encore y arriver. Répète après moi, je vais y arriver. Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie. Je vais y arriver. Plus fort. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mon amour, je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre. La peur de la relation amoureuse, elle avec un gars qui n'a pas de bras et pas de jambes, qui a déjà 2 garçons, Susanna a 3 filles. Donc imaginez une famille recomposée de 5 enfants, plus le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Donc ouais, c'était un sacré challenge. Mais voilà, on a été au bout de cette aventure. Et le fait que ça devienne un film, c'est juste du bonheur. C'était un de mes rêves, un rêve enfoui. Autant tous mes autres rêves, je les ai accomplis. J'étais au-devant des gens pour demander un coup de main. Mais je me suis dit, un jour, il y aura bien un réalisateur qui va se réveiller, qui va dire, mais bon sang, il y a un film à faire là-dessus. Il y a du partage à donner, il y a de l'énergie à offrir. Et Marie Cassie l'a fait. Déjà, la première fois qu'on a eu à découvrir le film, j'ai pleuré. On a rigolé, j'ai pleuré. Et de se voir jouer sa vie au cinéma, ça fait bizarre. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais c'est formidable quoi, que Marie Cassie mette en lumière notre vie de tous les jours. Moi qui suis une aidante aujourd'hui, elle met la lumière sur la vie des aidants, le rôle que tiennent les aidants auprès de tous leurs aidés. Et de voir sa vie au cinéma, ça fait étrange parce qu'on se dit, moi je suis née au Portugal, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. C'est énorme, pour moi c'est énorme. Et donc pour le meilleur sortira en salle en avril prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment avec Lily Fleur-Pointeau qui joue donc le rôle de la compagne de Philippe Croison, de Susanna Sabino, que vous venez de voir à l'instant. Et le premier rôle, le rôle de Philippe Croison, lui, est joué par Pierre Rabin. C'est un Vendéen, un nageur quadri-amputé vendéen qui a été choisi pour incarner donc Philippe Croison dans ce film. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler début avril. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et donc l'extrait aujourd'hui, c'est Backstage, votre rendez-vous musique comme tous les mercredis sur TV Vendée, présenté par David Auvinet. Il reçoit aujourd'hui le duo Dame Rebelle composé de Michel Duvet et Lily Printemps. Regardez. C'est vrai qu'on n'était pas du tout fixé sur un programme de chansons. Enfin, on va y venir sans doute après, mais on n'était pas du tout fixé sur ce type de programme. On a répondu à une demande plutôt. Ah, d'accord. C'est plus comme ça. On avait une autre idée, on avait mis des choses en place parce qu'on avait envie de créer un nouveau spectacle. Et il se trouve qu'effectivement, on voulait avoir par hasard, on s'est retrouvé à répondre à une commande pour un spectacle à proposer. Qui soit pas fixé sur un personnage, un seul artiste comme Barbara. Certains nous disent « Oh là là, 1h30 de Barbara, ça va être barbant. » Et pourtant, gros succès, on vous avait reçu pour parler de ce tribute. J'invite évidemment les téléspectateurs à aller regarder sur la chaîne TV Vendée, sur le site internet, l'épisode donc Backstage où on parlait de Barbara. C'était un bon moment. Oui, c'est étonnant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Barbara et qui assistent au spectacle des fois un peu par hasard et à qui on donne l'envie de faire découvrir l'artiste. D'aller écouter l'œuvre surtout. Et donc ça, c'est le plus beau compliment, je trouve. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Backstage avec Dame Idéale aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps maintenant de passer ensemble à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un panier gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte Vendéen. Mais si vous souhaitez le remporter, il vous faut la réponse à la question de la semaine que voici. Quel parc de loisirs vendéen est en pleine transformation pour plonger ses visiteurs dans l'univers du western? Voici l'indice donné lundi matin. On retrouve ce parc à quelques minutes de l'océan, entre forêt et sensations fortes. Je vous rappelle également l'indice donné hier matin, mardi. On peut y grimper dans les arbres, mais aussi
y filer à toute vitesse sur des tyroliennes. Voici l'indice du jour. Il attire chaque année des milliers de familles vendéennes et de vacanciers venant du littoral. Je répète, il attire chaque année des milliers de familles vendéennes et de vacanciers venant du littoral. Vous avez, comme à chaque fois, jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique Le jeu de la matinale, où vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vendredi après-midi, je vous donnerai donc le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin la semaine prochaine. Je vous rappelle une dernière fois cette question: quel parc de loisirs vendéen est en pleine transformation pour plonger ses visiteurs dans l'univers du western? Et si vous allez fouiller un petit peu dans les reportages diffusés la semaine dernière dans nos journaux, vous devriez trouver la réponse à la question de la semaine, mais je ne vous en dis pas plus. Nous arrivons maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve bien évidemment demain à partir de 7h. D'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.